Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast qui parle de développement personnel, de spiritualité et d'ésotérisme. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer à voir les 6 principes de la loi d'attraction. Puis je vous proposerai un exercice très utile pour faire un peu d'introspection. Alors c'est parti pour ce 22e épisode. Bienvenue dans ce 22e épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour la deuxième partie de notre mini-série sur la loi d'attraction. Si vous tombez sur cet épisode par hasard, je vous conseillerais d'aller écouter la partie 1 d'abord et ensuite de venir écouter la partie 2. Comme ça, vous saurez tout sur la loi d'attraction depuis le début. Donc, dans cette seconde partie, on va bien sûr voir les 4 autres principes de la loi d'attraction. Dans le premier épisode, on avait vu les 2 principes qui étaient, je vous le rappelle, l'abondance et la manifestation. On avait vu à quel point il est important de vivre selon une approche d'abondance et de voir nos échecs sous un autre jour. Et dans le principe de la manifestation, on avait parlé de l'attention sélective et des marqueurs de valeur. Donc le filtrage que notre cerveau met en place dans notre quotidien, et c'est un filtrage qui peut facilement être modifié lorsqu'on prend conscience de ce mécanisme. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la suite avec les 4 autres principes. Le troisième principe est le désir magnétique. Le désir magnétique, c'est simplement lorsque l'on veut réellement quelque chose et qu'on sait que cette chose est possible, alors rien ne peut nous arrêter. Un désir réel et une intensité émotionnelle qui s'y attachent, c'est, on va dire, le cocktail idéal pour réussir. En gros, plus vous serez optimiste sur un rêve, sur un projet à atteindre, plus vous aurez envie de prendre des risques, de faire des changements, ce qui fait que votre état d'esprit et votre détermination vont réellement déterminer la suite des événements. Quand on y pense, c'est vraiment de la logique. Si vous êtes heureux et optimiste, vous n'allez pas interagir de la même façon avec votre entourage que si vous êtes triste. Prenons un exemple au hasard, je ne sais pas, vous avez comme projet de rencontrer la personne de vos rêves. Voilà. Mais en même temps, vous avez eu plusieurs ruptures amoureuses, donc vous vous sentez moyennement motivé à faire des rencontres. Alors, peut-être que vous allez refuser plusieurs sorties avec vos amis parce que vous n'avez pas la tête à ça. Mais une personne qui a réellement envie de rencontrer quelqu'un, qui est sûre d'elle-même et qui sait que c'est possible, alors elle aura une toute autre attitude. Elle va dire oui aux sorties, elle va prendre des risques en abordant des gens dans un bar, elle va être plus ouverte, plus souriante. C'est donc ça qu'on appelle un désir magnétique. Avoir réellement envie de changer ses habitudes. C'est avoir réellement envie de prendre le risque. C'est un désir constructif parce que c'est avoir la mentalité de susciter les bonnes choses et c'est bien l'intensité émotionnelle de ce désir qui va nous propulser vers un résultat réellement tangible. Lorsqu'on est confiant et optimiste, on a une énergie renouvelée, on a confiance en nous et c'est ce qui va en fait automatiquement nous amener vers des expériences, vers des nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. C'est aussi comme ça que l'on va provoquer tout simplement les événements. Alors au final, la manifestation, c'est que ça, provoquer les événements par son attitude. Le 4e principe est la patience. C'est vraiment l'une des clés fondamentales de la loi d'attraction, la patience. Des fois, on abandonne trop vite l'objectif qu'on souhaite réaliser. Des fois, si on ne voit pas les résultats assez vite, on baisse les bras. Et bien ce 4e principe est là pour nous rappeler que la loi d'attraction, c'est tout un processus. Et il faut aimer chaque étape de ce processus. Il faut faire confiance à la vie et laisser le temps aux choses pour qu'elles se mettent en place à leur rythme. Il faut vraiment se rendre compte que parfois on a des schémas, des manières de penser très ancrées et qu'il faut du temps pour prendre une nouvelle habitude.
Changer son attitude, ça demande du temps, de la patience. Prendre une nouvelle habitude, ça demande vraiment plusieurs semaines. Mais parfois, il suffit d'un petit déclic pour que ça aille tout seul après. Mais des fois, les personnes abandonnent juste avant que ça arrive. Alors, patience. Le 5e principe est l'harmonie. Ce principe, il est là pour nous rappeler que le corps et l'esprit sont connectés. Mais on est dans un mode de vie très cérébral, dans un monde moderne, où on utilise nos corps pratiquement que pour se déplacer d'un endroit à un autre, d'une relation à une autre, etc. Et c'est un principe qui est souvent réprimé. Pourtant, il faut qu'on soit davantage présent dans notre corps et dans notre esprit pour justement atteindre cette harmonie qui nous permettra de faire de meilleurs choix et aussi qui va nous permettre de mieux réguler nos émotions. D'ailleurs, je peux vous conseiller d'aller écouter l'épisode 3, sauf erreur, sur le moment présent qui parle justement de comment pratiquer la pleine conscience dans notre quotidien. Ça peut aussi vous intéresser. Mais en tout cas, plus on sera présent à nous-mêmes, plus on entendra le dialogue qui se passe entre notre cerveau logique, notre cerveau émotif et notre intuition, nos tripes quoi. C'est vraiment cette harmonie qui peut nous permettre de mieux vivre dans un monde qui est en constant changement. Vivre en harmonie, c'est aussi faire de meilleurs choix pour soi-même. Même si vous faites des écarts mineurs par rapport à vos besoins, par exemple si vous dites oui à contre-cœur pour faire plaisir à votre conjoint, ou bien si vous vous sentez obligé d'assister à un événement lié au travail, ces petits écarts où vous vous dites « oh c'est bon, je fais un effort », ils ont quand même un coût. Si ces compromis se multiplient dans votre vie, ils risquent d'amoindrir vos buts et vos désirs profonds. Ça va vous apporter de la colère, mais aussi de la rancœur, ce qui fait que votre corps va produire des hormones de stress. Comment pouvez-vous, dans cet état, vivre avec un esprit d'abondance ? Comment est-ce que vous pouvez vous concentrer sur vos buts et vos rêves avec tout ce stress dans votre corps ? Pour mieux accéder à notre sagesse intérieure, il y a 2 choses. Il y a l'introspection, c'est-à-dire l'écoute des messages que nous envoie notre corps, et l'intuition qui consiste à accorder de l'attention à notre instinct. Dans les autres épisodes liés à la loi d'attraction que je ferai, on verra comment créer et tenir un journal de gratitude. La gratitude est vraiment un point clé également pour la loi d'attraction et qui peut vraiment changer votre quotidien. Enfin, le 6e principe de la loi d'attraction est la connexion avec l'univers. Selon ce principe, nous sommes tous connectés les uns aux autres et à l'univers. Et tant mieux, parce que nous sommes des créatures sociales et on a grand besoin d'appartenance. Dans les neurosciences, le besoin de créer des alliances, de collaborer et d'agir avec compassion avec les autres et le monde dans son ensemble, c'est vraiment une grande source de motivation parce que c'est un comportement qui va activer les voies cérébrales de l'empathie. Les sentiments d'attachement comme l'amour et la confiance libèrent de l'oxytocine et de la dopamine, qui sont 2 substances neurochimiques qui vont contribuer au sentiment d'attachement et de plaisir. Il y a énormément d'études qui montrent qu'avoir un sens et un but fort dans l'existence sont vraiment en corrélation directe avec le sentiment d'être heureux dans la vie. Si on fait attention à toujours vivre selon ce 6e principe, on va prendre de bonnes décisions, non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes autour de nous. C'est un principe qui nous rappelle la responsabilité que l'on a envers les personnes plus vulnérables et moins privilégiées et qui fait partie des circuits neuronaux qui sont liés à la morale. La meilleure citation qui résume ce principe, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Gandhi. Ça veut dire qu'au lieu d'attendre que le changement se fasse à l'extérieur de nous, il faut commencer par le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'à force de le faire, on va inciter les autres à faire pareil. On va en inspirer certains. Notre besoin de liens sociaux remonte à la nuit des temps. Notre entourage proche constitue notre tribu, entre guillemets, et on a besoin de gens autour de nous pour nous développer. La qualité de ces liens va exercer une énorme influence sur votre façon de penser, votre état d'esprit et votre comportement. Pour les enfants, leur tribu directe est leurs parents, leurs frères, leurs sœurs et la famille très proche. Ensuite, en étant adulte, on peut modifier notre tribu en développant certaines relations et en laissant tomber certaines. Les psychologues et les sociologues utilisent même
le terme de contagion pour décrire l'impact de nos liens sociaux sur notre état d'esprit. C'est prouvé, on ressemble à un mélange de plusieurs personnes de notre entourage proche. On prend les habitudes, tant bonnes que mauvaises, attention, mais aussi des émotions et parfois même on se met à imiter la façon de gérer les finances. Selon une étude de 2013, les divorces par exemple, si vous êtes marié et que vous avez beaucoup de divorces dans votre entourage, vous avez plus de probabilité de divorcer à votre tour aussi. Pour finir ces 6 principes, je vous propose un exercice. Alors, il n'est pas obligatoire pour le concept de la loi d'attraction ou pour le comprendre, etc. Mais il est très intéressant à faire tout de même. C'est un exercice qui s'appelle l'arbre des relations. C'est tout simple. Vous prenez une feuille A4 en format paysage plutôt. Vous aurez plus de place comme ça. Vous dessinez un arbre avec 5 ou 7 branches assez espacées et vous écrivez le nom de 5 ou 7 personnes, celles avec qui vous passez le plus de temps. Autrement dit, 5 ou 7 personnes qui jouent un rôle important dans votre vie actuellement ou avec qui vous êtes très souvent en contact. Le long de chaque branche, vous allez ensuite noter pour chaque personne 3 ou 5 mots qui définissent le mieux la personne. Ces caractéristiques, qu'elles soient positives, négatives, doivent résumer leur personnalité. Comme je le disais tout à l'heure, on dit que l'on est un mélange des personnes avec qui nous sommes le plus proches. Alors une fois que vous avez dessiné votre arbre, prenez le temps d'examiner les mots que vous avez écrits. Prenez 2 couleurs, par exemple vert pour les choses plutôt positives, que vous pensez avoir hérité entre guillemets de ces gens, et rouge pour les choses moins fun, voire les défauts que vous avez pris. Regardez les mots et entourez ceux que vous semblez avoir. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir, évidemment, mais il se peut que vous en ayez 2 ou 3 par personne. Prenez le temps de bien réfléchir. Ensuite, prenez du recul et regardez le nombre de mots entourés, puis regardez les mots entourés en rouge et en vert. Et réfléchissez à la manière de diminuer les mauvaises qualités que vous avez eues. Comment est-ce que vous pouvez faire ? Peut-être qu'au final, vous verrez qu'une personne ne vous apporte que de la négativité et trop peu de choses positives, et qu'elle vous épuise même émotionnellement. En tout cas, n'ayez pas honte ni peur d'écrire les mots justes et la vérité. Personne ne va voir votre arbre. L'important, c'est d'être réellement juste et sincère avec vous-même, et peut-être vous verrez des changements à apporter dans vos amitiés. Et c'est tout à fait normal et sain de parfois restructurer son cercle proche. C'est dans votre droit. Qui fait ressortir le meilleur de vous ? Et qui devrait, selon vous, quitter votre cercle proche ? Voilà, c'était les 6 principes de la loi d'attraction. Ce sont des principes qui ont été étudiés par la science à ce jour. Donc, si je répète les 6, l'abondance, la manifestation, le désir magnétique, la patience, l'harmonie et la connexion avec l'univers. Pour terminer cet épisode, j'aimerais encore aborder la plasticité de notre cerveau. La plasticité cérébrale, c'est en fait la capacité de notre cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences qu'on vit. En gros, ça veut dire que notre cerveau est toujours en train de changer, de se développer, de créer de nouvelles connexions, etc. Et que ça ne s'arrête pas à l'âge adulte. Au cours des 10 dernières années, les neurosciences, elles se sont rendues compte que notre cerveau avait l'extraordinaire capacité de changer grâce à des exercices ciblés et à un peu d'effort. On vit dans une époque où l'on ne cesse de faire des découvertes sur notre cerveau et on est loin d'avoir tout découvert. Bien que j'ai parlé un peu de notre cerveau dans les tout premiers épisodes de ce podcast, notamment dans l'épisode sur l'hypnose, l'inconscient ou encore celui de l'ego, il est important de reprendre quelques bases avant de poursuivre. Pour ceux qui regardent cet épisode sur YouTube, je vais insérer un schéma pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, mais je vais tâcher de bien le décrire pour que les gens qui écoutent l'épisode sur une plateforme de podcast comprennent. Donc, notre cerveau possède un cortex cérébral, c'est la couche extérieure du cerveau. Il y a le tronc cérébral qui relie notre cerveau à la moelle épinière, puis le cervelet qui est placé à l'arrière du cerveau et qui contrôle la coordination et le mouvement. Les neurones ou les cellules nerveuses sont les moyens par lesquels nous transmettons et interprétons les informations que nous recevons de notre corps et de nos sens.
pour coordonner les mouvements, communiquer, penser, etc. Les neurones, ils assurent donc la circulation de l'information. Leur forme rappelle un peu celle d'un arbre avec des branches. Les informations circulent sous forme d'un flux électrique d'un neurone à un autre. Évidemment, ce sont des connexions qui se font tout le temps. Chaque seconde, il y en a des milliards, ça ne s'arrête pas. Et quand vous dormez, votre cerveau va ouvrir de nouvelles voies neuronales et établir de nouvelles connexions, développer de nouveaux neurones pour vous permettre de traiter d'autres expériences et d'affiner vos réactions jour après jour. Les voies neuronales deviennent donc plus solides et installées avec du temps et de la répétition. C'est d'ailleurs comme ça que se créent de nouvelles habitudes. Donc la neuroplasticité, c'est justement la capacité que notre cerveau a à modifier et à perfectionner nos habitudes et nos modèles de comportement. Alors comment faire pour modeler notre esprit et réorganiser nos voies neuronales comme on veut pour pouvoir enfin bénéficier de la loi d'attraction sans problème? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer au plus simple possible. Dans le livre que j'ai lu pour préparer cet épisode, qui s'appelle La Source, un livre écrit par une neuroscientifique internationalement renommée, l'auteur explique justement une expérience qu'elle a faite dans le but de tester la neuroplasticité de son cerveau. Elle avait été chez l'ophtalmologue qui lui a fait comprendre qu'elle allait commencer à avoir besoin de lunettes de lecture parce qu'elle commençait de plus en plus à éloigner son livre ou son téléphone portable pour mieux lire. Alors elle s'est dit, c'est le bon moment pour tester la capacité du cerveau à changer et à s'adapter. Je vais résister à cette idée de changement, je ne veux pas mettre de lunettes. Donc elle a résisté, elle a continué à garder les livres et son téléphone portable à la même distance que d'habitude. Alors certes, elle a dû faire un effort conscient au départ, c'était un peu compliqué, mais sa vue ne s'est pas détériorée plus que ça. Au contraire, elle s'est même légèrement améliorée au bout de 4 ans. Et c'est évidemment pas la seule personne qui a fait cette expérience, il y en a eu d'autres avant elle. En fait, des chercheurs avaient étudié l'impact que peut avoir l'environnement sur le vieillissement des personnes âgées. En 1979, ils ont placé quelques personnes âgées d'environ 80 ans dans un cadre qui reproduisait leur environnement tel qu'il était 20 ans plus tôt. Donc ils avaient du mobilier des années 50, regardaient des émissions des années 50, écoutaient des émissions de radio de l'époque et avaient plein d'autres supports visuels de ces années-là. Le but, vous l'avez compris, était de voir si, en ayant un environnement de leurs plus jeunes années, soit 20 ans plus tôt, si leur cerveau allait s'adapter et agir comme s'ils avaient 60 ans et non 80. Mais attention, ça voulait aussi dire qu'ils n'allaient plus pouvoir utiliser de canne si 20 ans plus tôt ils n'en avaient pas de lunettes, pas d'aide extérieure, donc pas d'infirmière ni rien, pour vraiment les faire vivre dans les années 50. Et les résultats, c'est qu'après une semaine de vie dans ces conditions, leur mémoire, leur vision, leur ouïe, et même leur force physique s'était améliorée. Tout simplement parce qu'ils ont été contraints de vivre sans toutes les aides qu'ils avaient besoin et du coup leur cerveau a dû établir de nouvelles connexions neuronales afin qu'ils puissent continuer à vivre comme ça. Par contre, le deuxième groupe qui pouvait continuer à vivre avec les mêmes aides mais dans le même environnement a eu moins d'effets positifs. Ça montre bien que non seulement l'environnement était important, mais également la manière d'agir dans cet environnement. C'est une expérience qui a été reproduite dans une émission de la BBC avec des célébrités âgées aussi et il y a eu le même résultat. On peut voir vraiment à quel point le cerveau est fascinant. Mais des exemples de neuroplasticité, on en voit vraiment tous les jours. Par exemple, quand il s'agit de vous souvenir d'un lointain souvenir, je sais pas, par exemple du jour où vous êtes parti en vacances avec vos amis. Si vous faites l'effort de vous rappeler les choses, par exemple les détails, ce que vous avez mangé, etc., plus vous allez revivre ce souvenir, plus les émotions de ce souvenir sont intenses et plus la connexion neuronale devient solide. Donc il s'agit d'un événement heureux, c'est bien, mais s'il s'agit d'un souvenir moins cool, vous continuerez à le renforcer à force de ruminer dessus.
Donc, dans un cas comme dans l'autre, les neurones s'activent ensemble et restent connectés pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre pour la loi d'attraction, c'est que le cerveau est dynamique et flexible. Il est capable de reconstruire des voies neuronales si vous faites un effort. Le but, ça sera du coup de reprendre le contrôle. J'aimerais que vous vous posiez une question. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce que vous aimeriez changer dans le fonctionnement de votre cerveau? Imaginez comment serait votre vie si vous voyez la vie avec plus de confiance en vous, avec une vision d'abondance, avec une vision plus positive. Est-ce que vous seriez plus heureux, en meilleure santé, avec plus d'amis? Vous avez un pouvoir énorme, celui de contrôler votre cerveau, de maintenir ou détruire des connexions neuronales si elles ne vous servent plus à rien. Et si vous doutez de cette capacité, la science a des centaines d'exemples de cette neuroplasticité. Vous pouvez vous-même faire vos propres recherches. Alors très rapidement, la neuroplasticité fonctionne en 3 processus: l'apprentissage, le perfectionnement et le réentraînement. Par exemple, pour l'apprentissage, c'est lorsque vous avez, je sais pas, commencé à apprendre l'espagnol et que vous l'avez laissé de côté par manque de temps, mais que vous décidez de le reprendre. Donc en prenant des cours et en partant dans des pays hispanophones, vous allez pouvoir vous débrouiller. C'est un type de neuroplasticité qui va modifier la structure interne des neurones, créer une augmentation du nombre de connexions neuronales. Pour le perfectionnement, c'est lorsque vous devenez expert dans quelque chose et que le cerveau va produire ce qu'on appelle de la myéline, qui est une substance qui enrobe les neurones et va accélérer l'influx nerveux. C'est un procédé qui va maximiser l'efficacité des voies neuronales et vous permettre d'être encore plus rapide, plus précis, etc. Ça peut arriver pour un instrument de musique. Si vous arrêtez d'en jouer durant quelques années, mais que vous reprenez plus tard, il y a de grandes chances pour qu'après quelques jours d'entraînement seulement, vous reveniez à votre niveau d'avant. Enfin, le réentraînement, c'est plus difficile chez les adultes que chez les enfants parce que ça implique pour le cerveau de créer de nouveaux neurones. Donc, pas de faire de nouvelles connexions, mais vraiment de créer de A à Z de nouveaux neurones. Apprendre quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout, ça demande du temps, beaucoup de temps et d'efforts. Alors, c'est clair qu'il n'existe pas une marche à suivre précise que je pourrais vous donner pour vous aider à faire de nouvelles connexions dans votre cerveau. Ce qui marche pour une personne ne marchera pas forcément pour une autre, mais il faut bien retenir que créer de nouvelles connexions neuronales, ça demande du temps et de l'investissement. Il y aura même des rechutes. Si vous retombez dans vos vieilles façons de penser, c'est clair. Mais la répétition et l'effort marcheront toujours. À force de faire et refaire le nouveau comportement, il va devenir naturel et devenir une habitude. Et ce, pour le meilleur et pour le pire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que ruminer de vieux souvenirs qui ne vous servent plus à rien, aujourd'hui, ça va pas vous aider et ça va faire que renforcer cette connexion et du coup, ça va rien vous apporter. Les pensées obsessives ou agressives, ça sert à rien de les entretenir. Voilà pourquoi il est important d'utiliser ce pouvoir qu'est la neuroplasticité à votre profit. Et pour finir cet épisode, qui est déjà bien assez long, je vous pose quelques questions. Est-ce que vous voulez vous débarrasser d'une addiction, comme la nourriture, pensées négatives, jeux, cigarettes, etc. Quelles nouvelles habitudes est-ce que vous aimeriez prendre et quelles connexions vous aimeriez remplacer? Si vous pouvez prendre le temps de réfléchir et de répondre à ces questions en étant sincère et ouvert avec vous-même, ça serait vraiment génial et c'est un grand pas pour maîtriser la loi d'attraction. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long et on va se retrouver pour la partie 3 où du coup on a encore plein de choses à découvrir sur la loi d'attraction et après on va évidemment passer à des exercices pratiques. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram. J'y partage toujours une publication quand un nouvel épisode sort. Et je partage aussi des idées de lecture, notamment des lectures que j'utilise pour créer mes épisodes. Ça peut toujours vous donner des idées justement si vous voulez aller plus loin dans un thème. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup ce podcast.
Vous retrouverez toujours Esprit Sérendipité sur YouTube, les plateformes de podcast que vous connaissez et évidemment sur Spotify aussi. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.